a un paradoxe, douloureux d'ailleurs d'un certain point de vue, c'est que le conflit israélo-palestinien s'aggrave. Il s'aggrave parce qu'il dure, parce que d'année en année on a le sentiment qu'il devient insoluble, parce que ses effets se font de plus en plus sentir dans la région. Et en même temps, les relations internationales d'aujourd'hui semblent moins attentives à la question israélo-palestinienne qu'elles ne l'étaient autrefois. Et pour des raisons qui sont faciles à comprendre. D'abord, le conflit israélo-palestinien a été comme géré par les deux grandes puissances, l'Union soviétique et les États-Unis. Ce condominium n'existe plus. Il n'y a plus cette cogestion et il n'y a plus cette façon dont les deux grands se mesuraient à travers la question israélo-palestinienne. Donc elle a moins de visibilité sur l'agenda des grandes puissances. Il y a une deuxième raison, peut-être, c'est que, paradoxalement, là aussi, le conflit israélo-palestinien a essaimé dans la région, de manière indirecte, parce qu'il y a d'autres facteurs aussi qui expliquent la détérioration dans la situation moyen-orientale, et en essaimant, eh bien, finalement, priorité a été donnée aux fruits du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire la question libanaise, c'est-à-dire la question irakienne, c'est-à-dire le printemps arabe. Autant de questions qui sont en partie seulement, mais quand même en partie liées au conflit israélo-palestinien et qui ont en quelque sorte nui à sa visibilité. Mais je crois que fondamentalement, ce paradoxe s'explique par quelque chose de grave et qui est tout à fait central dans la question palestinienne. C'est que l'État d'Israël joue les rapports de force. L'État d'Israël joue le statu quo, c'est-à-dire préserver le statu quo d'aujourd'hui, en fait issu de la guerre de 1967, de manière à pouvoir ainsi, par la force, pérenniser une situation dont cet État est persuadé que c'est la situation qui lui est la plus favorable, et que toute négociation l'amènerait à faire des concessions et donc avoir une position moins favorable. Donc toute la politique d'Israël, ça a été ça depuis 1967. Geler la situation à un niveau très favorable pour celui-ci et garantir ce gel par un rapport de force qui, évidemment, sur le plan militaire, est très favorable au gouvernement et à l'administration de Tel Aviv. Alors, du coup, il s'installe comme un climat de fatalité. C'est-à-dire le statu quo est appelé à durer parce qu'il est conforme au rapport de force, parce qu'il est conforme à la stratégie de beaucoup d'acteurs, parce que les États-Unis ne sont pas prêts à inciter vraiment Israël à changer cette politique statique, fixiste, figée en quelque sorte. Et donc, tout le monde semble se résigner et considérer que dès lors que cette situation de statu quo ne dérape pas vers des violences plus grandes, eh bien on s'en accommode. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, plus personne, sérieusement, ne prend la question israélo-palestinienne au sérieux, ni ne la place en haut de l'agenda. Alors autrefois, il y avait des puissances dont le jeu diplomatique consistait à ranimer, sinon le conflit, du moins la mémoire sur le conflit. C'était l'URSS qui utilisait la question palestinienne pour démontrer d'abord les tenants quelque peu impérialistes de la politique des États-Unis, pour montrer et dénoncer l'alliance entre Washington et Tel Aviv, pour dénoncer le militarisme israélien. Donc c'était un instrument aussi de sa propagande. Ensuite, il y a eu l'Europe. L'Europe, quand elle existait comme puissance diplomatique, savait jouer de la carte palestinienne. Il n'y a qu'à se souvenir des grandes déclarations, Venise, Séville et surtout Berlin. Berlin, c'est 1999, l'époque où, solennellement, l'Union européenne déclare que la Palestine a le droit non seulement à un État, mais à un État viable. C'était un pas considérable, et un pas que l'Europe a su faire et su faire faire à la diplomatie mondiale. Bon, aujourd'hui, malheureusement, la diplomatie européenne n'existe plus. L'Europe de 15 est passée à 27, bientôt 28. Il y a une division très très profonde, notamment opposant les États d'Europe occidentale aux nouveaux États issus de l'effondrement du bloc soviétique, qui sont moins enclins à avoir une position dynamique sur la question. Donc l'Europe ne s'intéresse plus à la question israélo-palestinienne.
La troisième source de réveil, c'est le Sud. Et effectivement, tour à tour, le mouvement des non-alignés, bien sûr la Ligue arabe, mais aussi les puissances émergentes qui composent ce Sud. Je pense au Brésil, je pense à l'Inde, je pense à l'Afrique du Sud, ont porté la cause palestinienne dans le système international. C'est peut-être d'ailleurs ceux qui aujourd'hui restent les plus mobilisés autour de la question palestinienne. Un pays comme le Brésil, par exemple, est de tous les pays du monde probablement celui qui est le plus porté à ranimer cette question. Mais le Brésil, c'est quand même loin du Moyen-Orient. L'Inde est plus proche, mais on sait que le principal rival de l'Inde, c'est le Pakistan, puissance musulmane. On sait que l'Inde s'est rapprochée d'Israël. On sait que l'Inde s'est beaucoup rapprochée, après la chute du mur, des États-Unis. Et donc tout cela fait que l'Inde choisit en quelque sorte la prudence, et de plus en plus. Quant au mouvement des non-alignés, il s'est réuni le 30 et le 31 août dernier à Téhéran. Il est toujours sensible à la question palestinienne, mais son unité, son dynamisme, sa capacité diplomatique, tout ceci est problématique. Et sa voix ne se fit plus tellement entendre. Alors il reste quoi? Il reste l'intérieur du monde arabe. L'intérieur du monde arabe, c'est le printemps arabe, c'est-à-dire une dispersion des centres d'intérêt, chacun en quelque sorte tourné d'abord vers ses propres problèmes intérieurs. Ce qui ne veut pas dire que les jeunes qui se mobilisent, place Tahrir, au Caire, mais aussi qui se mobilisent à Tunis, qui se mobilisent à Sanaa, qui se mobilisent à Manama, se désintéressent de la question palestinienne. Au contraire, elle est emblématique. Elle est emblématique pour eux de cette humiliation subie par le peuple arabe et qu'ils dénoncent à travers ce printemps arabe. Donc la question palestinienne, elle est présente dans le printemps arabe. Mais il y a un ordre de priorité. Et effectivement, on le voit bien dans les récentes initiatives du nouveau président égyptien Mohamed Morsi dans le Sinaï. La priorité, c'est de rétablir les États, de rétablir un certain ordre, de ne pas se couper trop vite des États-Unis, ce qui est très important pour l'Égypte. Donc la solidarité avec les Palestiniens devient littéraire, rhétorique. Et est-ce que vraiment les nouveaux gouvernements arabes ont envie de voir rouvrir le dossier palestinien au milieu de tout ce désordre dont ils sont un peu les otages? C'est quand même très peu probable. Et donc, j'ai eu récemment cette formule que je maintiens devant vous, à savoir ce terrible paradoxe d'un État palestinien si nécessaire, mais dont en fait personne ne veut. Pourquoi personne ne veut? Parce que si on y réfléchit, et c'est terrible de le faire, si on y réfléchit, ce statu quo tant voulu, tant recherché par Israël, il arrange à peu près tout le monde. Il arrange tout le monde. Pourquoi? Je le disais il y a un instant, les États arabes ont d'autres choses à faire aujourd'hui, et peut-être encore demain, et quelques longues années. La Russie n'est plus la superpuissance d'autrefois, ne peut pas intervenir activement pour faire bouger les lignes. Elle se réfugie de plus en plus dans une diplomatie de dénonciation et de contestation. De temps en temps, elle se saisit prudemment de la question palestinienne, mais plus pour dénoncer que pour faire bouger. La Chine a une diplomatie très particulière, qui est une diplomatie consistant à ne s'intéresser qu'à ce qui concourt à son propre développement. La question palestinienne n'est pas au centre de ce fait, de ses préoccupations de développement et d'entrée dans la mondialisation. L'Europe n'existe plus dans sa capacité diplomatique. Les États-Unis, de plus en plus, sont en train, quelle que soit la bonne volonté de M. Obama, de nous faire la démonstration qu'ils sont l'otage du petit frère. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien imposer à Israël. On l'a vu au début du mandat de Barack Obama, lorsqu'il essayait d'imposer au moins le gel des colonisations. Il n'y a pas réussi. Et il est en situation de devoir ratifier tous les choix d'Israël, quels qu'ils soient. C'est ainsi.
alors il ne reste plus que les sociétés et les peuples. Vous savez, la question palestinienne, quand a-t-elle bougé? Le 31 mai 2010, lorsque cette flottille est venue près des côtes de Gaza pour rappeler la solidarité des sociétés civiles de ce monde avec les souffrances du peuple palestinien. Là, jamais, depuis plusieurs années, la question palestinienne n'est autant revenue à la une des journaux et des médias. Il y a eu une prise de conscience un peu partout, et jusque dans les diplomaties, les chancelleries, la diplomatie turque par exemple, qui en a été comme ranimée dans cette affaire. Les sociétés civiles peuvent faire bouger les choses. Les sociétés civiles peuvent encore témoigner, là où les diplomaties sont dans une stratégie de prudence, un peu aussi, il faut bien le dire, de pusillanimité, peut-être de lâcheté.